je parlerai durant seulement 3/4 d'heure devant un tribunal externe et les coupables, Tunisie et ses protecteurs et complices en tête perdront quasiment tout. Il s'agit de révéler l'inénarrable au tribunal externe, forcément non inféodé au dictat juridique anti-juridisant de l'Occident, participativiste et de l'ONU coalisée. Donc le tribunal tiers-siste et tiers-cisé, en fonction d'une double donne, l'apport redéfinitionniste et l'impossibilité d'obtenir justice auprès des structures traditionnelles qui semblent avoir été instituées pour déjuridiser et déjusticier, et ceci à l'effet de monopoliser les retombées positives, suivant la technique de la pré-annihilation des prothèses recadralisantes transactionnalisées. Il s'agit donc de révéler l'essence de mes affaires selon un style ou un gigantesque matériau discursif régi par la loi de l'étendue événementielle, émotivement réincrusté et réputé pour se révéler incompatible avec une réduction non paramétrée. Donc ceci va subjectivement, seule voie possible, se restreindre à l'échelle de la forme en investissant dans le contenu par réduction sur-essentialisante. Je spécifie le contraire de la réduction désémantisante. Je vise donc là où l'effectif linguistique céderait la place à un nombre spécialisé de signes, donc à un sens hyper quintessentialisé, donc porteur d'un lui-même purifié et destiné à une assimilation non conflictuelle. Tout en rappelant qu'à un niveau universel, le conflictuel est la seconde source de génération d'équilibre après l'absolu initial. Sachant que la notion de signe se signifie elle-même en tant qu'auto-signifiante avant de signifier un signifié qu'on ne parvient à signifier que s'il possède déjà un sens en soi. En rappelant qu'une entité non signifiable, donc formalisable, non sensitivable, ne peut exister, même pas au sein d'une pathologie mentale. Dès lors, l'activité de la pathologie au sein du cerveau semble opérer selon une accélération poussée de la quête du sens équilibrant.
Sachant que tout ce qui passe par le cerveau devient formalisable et sensitivable, même quand il ne peut exister. Et ceci du fait de la terreur inspirée par le vidique au cerveau, qui d'emblée s'empresse de formaliser à partir de rien pour exorciser ce vidique. D'où le forçage de l'existence de cette entité par le cerveau, incapable d'appréhender le non formel, non sensitivable, et qu'il est obligé de soumettre lors d'une seconde étape à un statut de formalisation forcément accompagné de sensitivation et vice-versa. Certes, la dite entité ne peut même pas exister en tant qu'entité, ni se prêter à la description, ni à la sensitivation objective, du type Dieu et ses attirails métaphysiques que les imposteurs sub-philosophants ne parviennent point à décrire à partir de leur pré-schéma. À noter que le pré-schéma sensitif se situe au niveau du soupçon quant au déclenchement sensitif d'un événement. Ainsi, ces imposteurs ne parviennent à décrire Dieu et ses avatars qu'en leur attribuant des formes et des sens humains. Donc des sens et des formes connues, donc déjà répertoriées ou répertoriables par le cerveau en posture d'autoconstruction continue par l'objectivation. Seul espoir du cerveau de continuer à construire et à vivre. J'évoque des sens et des formes connues, mais souvent pathologiques. De la sorte, parce que Dieu et ses avatars ne peuvent objectivement exister, les religieux et tous les arnaqueurs métaphysiciens sont obligés de les faire exister subjectivement en ayant recours à tous les subterfuges argumentatifs dans le but de faire de la subjectivité une objectivité transcendantale. Du reste, le sens et la forme de forme contenue déjà soupçonnée de porter le vrai sens. Une espèce de schéma directeur, éternellement orienteur au sein d'un sens, vers un sens et par un sens. Je signifie un sens qui n'a de sens que celui de ce qu'était à travers les redressements quasi thérapeutiques, donc en direction d'une perfection finale où il finira lui-même, de par sa clôture phasique, par recréer d'autres objets de quête de sens. D'où l'on relève une fonctionnalité auto-fonctionnalisante typique de ce parcours du petit
au sein de l'infiniment grand, si mortifère, mais où persistent des techniques de mince sauvegarde. A enregistré donc l'infinité des sens subsidiaires et complémentaires au sein d'un seul sens non rationalisé, même si après le temps imparti de quête, ce sens perdra son sens initial, ou si la stratégie cadrale du cerveau lui refuse tout sens. À vrai dire, l'acquisition du sens final, même s'il n'existe point en tant que sens, mais en tant que simple repère qui n'a de sens que par sa réorientation de la quête en direction d'autres sens, cette acquisition est salutaire pour le cadre d'équilibre du sujet qu'il perçoit comme une forme de substantialisation, donc comme une technico-énergétisation typique. Ainsi, qu'on ait affaire à un non-sens ou un sens incertain ou présence en tant que continuation de quête d'un sens final ou de renonciation à cette quête, la brigue est à même de déstresser le cerveau, plus grand créateur de quêtes de sens, même faux, qu'on ait connu. D'où le constat que la contrainte physio-mentale ciblée est un bienfait développemental en ce qu'elle accule le cerveau à chercher et à trouver des réponses sans l'obtention desquelles il vivra les phases du stress typique, d'ailleurs conçu pour se suspendre lui-même à l'occasion de la trouvaille adaptée. Pour enfin réintégrer d'autres phases où il s'exprimera génériquement. Alors que dans la réalité, le cerveau n'arrête jamais de se chercher et de chercher. Et ceci en vertu des lois régentées par les cadrages d'équilibre mixte, face aux incursions vidiques mixtes. D'autre part, la non-réponse ne l'est que sur les médias sensitifs. Puisqu'elle reste pour le cerveau une réponse en bonne et due forme, par elle-même, du fait qu'il s'agit d'une réponse à une quête, à une tentative, même si elle n'est en rien porteuse du même contenu que la réponse. D'où conclure que techniquement, une non-réponse reste une réponse suscitatrice d'une gamme différente d'activités psychologiques. Dès lors, le sens est le seul phénomène capable de passer la vie de millions de générations
et la vie de l'univers lui-même, et même la vie de la vie, de passer à courir derrière lui-même, donc derrière son propre sens, sans ne parvenir qu'à définir des sens à adopter comme fin de sens. Certes, ce sens aurait pu ne pas courir, puisque le résultat serait le même, du fait de la forclusion et à toutes les échelles du rapport sensitif à l'univers, de la forclusion de la notion de sens absolu. Le sens du sens est le sens lui-même. Quand au bout de la quête analytique, on est confronté à un sens qui veut s'affirmer comme autonome. En tout cas, l'histoire de l'essentialisation linguistique avec macro-sémantisation révèle l'aptitude du cerveau en posture de communication d'informations à traduire, son aptitude à traduire par la parole un certain nombre de sensations porteuses d'un sens mixte. À la fin, au bout d'un certain nombre de phrases orientées, réduites et sélectionnées, ce tribunal spécial, en tant que récepteur, en quête de divers sens d'un même sens, saisira le fond des affaires par micro-compréhension et ne saisira le reste que s'il s'adonne à la macro-compréhension, forcément tracté par le micro du fait de la structure du processus argumentatif où tout est recherché pour clore la notion de sens, même avec des rudiments de non-sens. Dans tous les cas, ce tribunal sera tellement subjugué par la nature, l'étendue de la barbarie participativement perpétrée, et par le rôle massif, donc celui des masses SBC fascistes, agissant sur ordre des autorités. Donc il sera subjugué par la barbarie et déployé, qui sera acculé à prononcer des peines à même de subvertir largement le cadre d'équilibre des bourreaux impliqués. Je spécifie des coupables qui subiront ce qu'on peut appeler la védisation des formes isantes, réputées pour supprimer au processus éternisant la composante biologique concourante, réorganisée au bénéfice d'un vidique suscitateur naturel de deux sentiments paradoxaux. La haine, quand il est en posture ennemie, et la sympathie active, quand il peut être sollicité comme allié technique. Il est à insérer constamment qu'au sein de mes affaires, j'ai vécu en France l'antithèse absolue de l'esprit du droit international et de celui interne d'ailleurs. L'antithèse de ce genre de facteur
étant de l'ordre de l'institution d'une notion d'enfer inter-individuel dual, donc actionnée corrélativement par la masse fasciste, l'État et ses structures, suivant la règle co-constructiviste et négative, règle si indépassable. J'y étais certes pilonné, sans pitié ni congé, et durant des décennies par des acteurs massifs, masse SBC en tête, qui non seulement n'ont à aucun instant manifesté le moindre désistement du genre identificationniste intra-extra-stratégique, ni le moindre respect pour les clauses de ce droit. Et ceci selon des postures surbestialisantes et compétitivistes impliquant l'investissement technico-énergétique intégral. Mais qui, à l'échelle profilaire, ne répondent en rien, hélas, aux conclusions profilisantes humanistes et même celles religieuses humanisantes, simplement humanisantes. Donc là où l'aspect stratégiste du mythe religieux fait table rase des clauses dualisantes, rétributrices, sanctionneuses, et fait céder la place à la notion de grâce divine, qui, à l'occasion, dédualise et les situations et les conséquences, malgré l'implication des activités psychiques et le code pseudo-divin secondaire incarné par les règles religieuses. Si on peut appeler ces trucs des règles. Sachant que le code premier n'est pas divin, mais naturel. Et le code soi-disant divin est venu s'y immiscer sur injonction humaine et non divine. Comme il s'immisce partout où il ne fait que générer des métastases anti-épistémologiques d'ailleurs. Ce qui donnerait en sortie, si l'on écoute les stipulations religieuses, un monde plat, et je dirais même inexistant, du fait de la disparition du facteur dualisant, la dualité. D'où l'on constate finalement que le fond religieux prône la fin des espèces par des dualisations sans s'en apercevoir. Enfin, j'ai certes en Occident lourdement essuyé une entité hyper participativiste, donc où les masses fascistes assument la pointe suractiviste marquée par l'élan insistentialiste non assouvible. Je signifie une entité qui ne respecte nulle des trois fausses règles qui maçonnent le prudentialisme occidental, qui maçonne le prudentialisme occidental, un prudentialisme occidentalo-thécéiste. Première fausse règle, le juridique, le moral et le métaphysique réadapté. J'évoque une entité
qui s'adonne à toutes les gammes de crimes poussés dans l'impunité totale et logiquement avec la complicité de tous, éternellement supervisés par les Tunisiens au gré de la règle de la mobilisation de l'essence négativiste exclusive. Il s'agit donc d'une entité chez laquelle l'esprit du droit international et de celui interne se voit inversé. Donc réadapté à la logique profilaire SBC non prudentialisée. Donc au profil SBC pur. Donc débarrassé de leur contenu moralo-juridisant positivant, donc soi-disant désanimalisant. À vrai dire, si ce même tribunal, en fonction de certains alias baptisables, les marqueurs psychosociaux rééquilibrants, forcés donc et qui considèrent qu'il existe une totalité biomentale universelle, si ce tribunal décide de ne pas administrer des peines appropriées en présence de crimes absolus, sachant que le droit, du fait de sa nature déscientifisante à la base, n'est pas adapté, même partiellement pour rendre une justice scientifiquement certifiable. Dans ce cas, il adviendra ce qu'on appelle une intromission modulaire logique du genre passation sous l'effet de la suspension émotivo-théorique de la responsabilité de juger à un état tiers, en général marqué par le vide antitechnique généré par l'incompétence. Je cite une espèce de phase où l'action se suspend du fait de la cessation de l'apport technique du cerveau en posture de logification. Ainsi, l'opinion pertinente, qui n'a rien de commun avec l'opinion publique traditionnelle, outil maladif et factice du TS et de l'Occident fasciste, puisqu'elle est native de la volonté de logification absolue conséquente, et par conséquent conçue pour faire face aux entités surbestiales les plus irréductibles de l'histoire, cette opinion passera outre les conclusions de ce tribunal et son assimilation des concepts redondants, donc en crise de certitude paramétrale. Dès lors, elle s'arrangera à contresens des normisations redondantes, d'un droit à garde du corps exclusif pour instituer un tribunal vraiment légal et compétent et faire appliquer les peines méritées aux coupables, et ce sera mieux pour moi. Ce moi historiquement expurgé de mon moi basal et qui n'attend qu'une remoisisation omnitechnique pour essayer de rattraper l'avance quasi millénaire prise par les sens usurpés. Car là sévira le facteur d'optimalisation juridique non interruptible par
le parasitage suractif de l'ONU et de l'Occident. Sachant qu'un tribunal, en tant qu'outil censé réfréner la suragressivité, sur-agressivisation de la SBC par des conflictualisations apparentes, ce tribunal ne rend jamais justice absolue, ni même moyenne. Et ceci du fait de la politique purement sécuriste du droit en tant qu'à mon échelle droit à tout ce qui n'est pas droit. Mais surtout du fait de la forclusion quasi radicale de la scientificité théoricienne, la seule capable de rethéoriser le non théorisable par classification discriminatoire. Sans bien entendu oublier sa monopolisation par l'État comme co-gestionnaire de la tête de pyramide par projection essentiellement suragressive. Et surtout comme pire catastrophe antiphilosophique et anti-santé mentale advenue au sein de l'histoire. Ce droit est en outre monopolisé par d'autres forces caractérisées par leur statut de para-étatisant effréné. L'hyper-étatisant étant la structure SBC en posture de méthodisation de la suragressivité mi-perforatrice, mi-désintégratrice. De la sorte, l'État peut être qualifié de facteur surtechnique pathologisant, donc qui institue la pathologie à partir de schémas dispositionnels SBC, la remodélise, il impose pour donner en sortie d'imprimante ce qu'on peut baptiser la normopathologie suractiviste revalidée. Je signifie une approche qui, tout en éliminant toute possibilité d'auto-analyse objective du moi, par le moi, entend à la fois que moi du moi, et que moi ascendant et détaché, donc en tant que moi à côté du moi, mais en posture plus élevée et plus neutre. Je signifie une approche qui a institutionnalisé le pathogène en le culturant, en l'idéologisant et en le juridisant afin de mettre au point un moi standard universalisable, afin de mettre au point un moi standard universalisable à partir de la structure SBC, renforcée et débarrassée de ses faiblesses contradictoire, donc en direction d'un uni-moi, un uni-moi plus hermétique et plus mobilisable. En tout cas, la science, comme déjà science d'elle-même, toujours en posture de rescientifisation, reconnaît la primauté de la légitimité de l'opinion pertinente. En tant que posture de lutte contre le vidique organisé au bénéfice de l'essentialisation toujours plus
compétitive de l'être. L'être a deux totalités en formation. Celle interne et celle environnementale, historique, et qui, si un jour il transfigure en être à l'absolu, tout deviendra plat en lui et hors de lui, et son sens d'être, que ce soit à l'être ou à la moindre de ses gradations, disparaîtra, aspiré par le rien méthodique. Par le rien méthodique. Et là, une analyse plus ou moins approfondie du moi et du rien, constamment en étreinte consubstantielle, nous révélera que sans le rien, le moi le plus exprimé ne pourrait même pas prétendre à un statut de quelque chose. D'où rien et rien pourront faire quelque chose à partir de rien. À propos de la justice par l'opinion pertinente, je souligne une posture où la défense de sa propre vie, comme vie déjà de la vie, et ensuite celle de ce qu'il y a à sauver, de la mort, comme vie essentielle du vide. Cette vie prime tout et invalide les assertions sécuritaristes intégralisantes. La vie étant cette vie qui a compris que c'est grâce à la mort qu'elle a été et sera. Sachant qu'il existe une mort essentielle et maîtresse qui s'appelle l'avant-vie, ou tout concrètement le vidique infini. Autrement dit, le rien absolu qui a commencé avant tout et qui ne finira point. Dès lors, cette opinion pertinente se pose comme un outil de procuration autorisé et sigillé par ma vie et par la vraie philosophie pour lutter contre son antithèse, la vie des pires bourreaux de l'histoire, ceux tunisiens en tête. Sachant que la vie peut se protéger par l'antivie des autres, et le cas est ici le plus sensé. Et là pourrait surgir la problématique de la peine de mort, notion hyper autorisée par la nature déjà, et abolie par les mesures pseudo-identificatoires, mais notamment stratégistes. Certes, la stratégie de la vie pour se préserver contre ces destructeurs opère méthodiquement, selon la procédure de déstructuration de la forme antagonique tierce.
et de la structuration de la sienne propre. Et ceci, selon le principe de l'autoconsolidation en posture de déconsolidation tierce, réputée pour avoir joué un rôle fondamental dans la formation et la volumisation des organismes en milieu évolutionnaire. Dans tous les cas, et du fait des limites technico-énergétiques et de la résistance des coupables qui concourent en outil dividisant, se dividisant, soit même dividisant le tiers rival, l'opinion pertinente finira par se réorganiser et faire appel au tribunal spécial, expression la plus appropriée, mais surtout la plus conséquente à une situation d'incapacité de victoire décisive immédiate et qui se force pour mieux forcer, et ceci conformément à la loi génétique du développement de l'organisme initial par l'intra-interforçage. Disons que la philosophie pure est le produit réel de la nature et s'avère aussi inflexible qu'impitoyable vis-à-vis des formes et des structures adverses. Déjà du simple fait de la fatalité développementale exprimée en expansion auto-sauvegardiste et pouvant s'avérer d'une violence optimale à même de dégager des galaxies entières, voire des univers. D'où l'on ne cesse de relever la facticité pragmatique du droit non validable au départ par l'analyse philosophante et ensuite par la pratique, où il sera forcément interpellé par ce qu'on appelle l'esprit fatal fatalisant. Sachant que là où un phénomène enfreint un certain nombre de règles, il est automatiquement transformé au gré de l'effet technique des nouvelles règles, adoptées, associées aux effets immédiats de la renonciation aux anciennes règles. C'est-à-dire que l'impotence du droit traditionnel hyper colonisé par son double parallélisé, lui-même cédera à la décision ascendante, la sienne étant désarticulée par l'asphyxie de l'initiative. Il cédera la décision à un intervenant logique, advenu en fonction du déséquilibre de la situation précédente. Et là, il s'affirme en tant que redresseur légitime, donc en tant que correcteur épistémologique et même biomental. Sachant que si seul le temps le plus long adjoint aux pressions écosystémiques les plus drastiques est à même de modifier relativement la structure biomentale, on peut opérer techniquement sur le physiologique.
À savoir que les pays occidentaux sont des entités juridiquement injugeables, quel que soit le volume de leurs crimes. Et ceci du fait de leur poids énergético-technique et de leur statut décideur au sein de la tête de pyramide biomentale universelle. D'où se valide la théorie de l'auto-prémunition prioritaire par l'utilisation de l'intégralité énergético-technique et des prothèses. Dès lors, pour les juger hors zone connivente, il est requis de réfuter et l'organisation pyramidale et les constructions pseudo-juridiques et pseudo-philosophiques conçues pour les prémunir, dans tous les cas, selon le principe de l'autopréservation absolutisante, marquée par le déploiement maximal renouvelé de la totalité des ressources, et ceci par tous les moyens émotivo-techniques disponibles. En somme, à la tête de cette organisation s'apposte l'ONU comme agence de protection hyper apparentialisante, hyper parallélisante de l'Occident. Dans tous les cas, l'organisation criminelle et les intérêts des coupables, Tunisie en tête, seront balayés par la force du vrai droit en tant que droit re-scientifisé et forcément redéespécisé, que ni l'Occident, ni l'ONU, ni la SBC, ni personne ne représentent. Ils le seront surtout par la force du désir qui opère en moteur évolutionnant, auto-évolutionnant, mais surtout modélisateur et sustentateur de l'initiative. Donc, continuateur résonnant du parcours en espace-temps et à travers toutes les phases de l'ascension de la pyramide biomentale et au-delà. Sachant et en fonction des bilans sensitifs de chaque fin d'étape existentielle, que l'au-delà de la topique tête pyramidale, semble plus motiver la dynamique évolutive que son au-deçà, et ceci eu égard au fonctionnement draconien du fameux leurre sauvegardiste. Leurre sauvegardiste qui a aussi réussi à incruster le sentiment d'éternité dans chaque instant des phases évolutives. En définitive, eu égard à des facteurs dont le souci, dont fait partie le souci désénergétisant, désystémisant leur bourgeoisie comme gestionnaire
de la pyramide biomentale doit être dissoute en premier, et selon le style redéfinitionnel. À suivre.